Je crois que tout a commencé par ce simple bruit. Un bip. Un son sec. Banal. Un de ces petits sons de notification que l'on n'entend même plus, tant ils font partie du quotidien. J'étais dans la cuisine, en train de verser du lait dans une tasse de café. La maison était calme, un samedi matin comme les autres. Et puis ce son, encore une fois. Une vibration insistante. 2, 3. Je prends mon téléphone, curieuse. Un message anonyme. Aucun nom. Juste un lien. Puis un deuxième. Et une phrase qui glace. C'est ta fille, regarde bien. Mon cœur s'est serré. J'ai d'abord cru à une blague. Un virus. Une erreur. Mon doigt hésitait au-dessus de l'écran. Mais j'ai cliqué. La vidéo s'ouvre. Flou au début. Puis l'image devient plus nette. Et là, mon souffle s'est coupé. C'était elle. Ma fille. Ma petite. Ma princesse. 15 ans. Je n'ai même pas voulu voir plus de 3 secondes. Mon esprit refusait de comprendre, mais mon cœur, lui, avait déjà explosé. C'était sa chambre. C'était sa voix. C'était elle. Et ce qui se passait ne devait pas être vu. Surtout pas par moi. Le téléphone m'a échappé des mains. Je me suis figé. Mes jambes tremblaient. Mes mains aussi. La tasse est tombée, le lait s'est répandu sur le sol. J'ai entendu les battements de mon cœur, si forts qu'ils couvraient le silence. Le genre de silence où tout bascule. Où le monde s'arrête. J'ai couru. Les escaliers me semblaient interminables. Je ne sais pas comment j'ai ouvert sa porte. Je ne me souviens pas avoir crié son prénom. Tout ce que je revois, c'est son regard. Rouge. Vide. Coupable. Brisé. Elle savait. Elle savait que je savais. Elle était assise là, recroquevillée contre le mur. Ses genoux ramenés contre elle, son téléphone face contre le sol. Pas un mot. Juste des larmes. Des larmes silencieuses, douloureuses, comme si elle portait toute la honte du monde sur ses épaules. Qui t'a envoyé ça? Ai-je demandé, la voix étranglée. Elle n'a pas répondu. Elle a juste baissé les yeux. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas un jeu. C'était une tempête. Et j'étais en retard. Beaucoup trop en retard. Je me suis assise au sol, face à elle. J'ai tendu la main. Elle a regardé sans bouger. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis longtemps. J'ai pleuré de peur, de colère, de tristesse, et surtout de culpabilité. Comment est-ce que je n'ai rien vu? Depuis quand est-elle seule avec ses secrets? Qui lui a fait croire que c'était normal de se laisser filmer? Où étais-je, pendant qu'elle perdait son innocence? Je ne savais pas encore que la vidéo avait été partagée. Je ne savais pas encore que des dizaines de regards l'avaient déjà vue, jugée, commentée. Je ne savais pas encore qu'un enfer allait commencer. Mais à cet instant précis, je savais une chose. Ma fille avait besoin de moi. Pas comme une mère parfaite, mais comme une mère prête à tout reconstruire. La pièce était toujours silencieuse, mais plus pesante qu'avant. Ce n'était plus un simple silence, c'était un mur. Un mur entre elle et moi. Ma fille. Mon enfant. Je l'ai regardé longuement. Je cherchais les bons mots, mais aucun ne me venait. Comment parler d'une douleur que je ne comprenais pas encore? Comment ne pas blesser, juger, crier, fuir? C'est arrivé quand, ça? Dis-moi juste ça. Elle ne répondait pas. Ses doigts froissaient doucement le drap, un tic nerveux. Ses yeux fixaient un point invisible. Je la sentais piégée entre la honte et la peur. Alors j'ai changé de stratégie. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre moi. Parce que je ne sais pas comment t'aider. Et je ne sais pas où j'ai failli. Son regard s'est levé. Juste un instant. Et dans ce regard, j'ai vu tout, la détresse, la culpabilité, l'envie de disparaître. Elle a murmuré. Je voulais pas, je savais pas que ça allait se retrouver partout. Et puis elle a fondu en larmes. Pas des petites larmes de tristesse. Non. Des sanglots puissants, bruyants, déchirants. Le genre qu'on pleure quand on porte un secret trop longtemps. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est agrippée à moi comme si elle avait peur que je parte, moi aussi. Et c'est là qu'elle a commencé à parler. Des messages privés. Des promesses d'amour. Un garçon plus âgé. Un jeu au début. Un échange. Une preuve d'amour. Puis une vidéo. Puis une autre. Puis les menaces. Puis le silence. Il disait que si je disais quelque chose, il allait tout envoyer à mes copines, à l'école, à toi. Elle avait peur. Peur d'être punie. Peur d'être abandonnée. Et je n'avais rien vu. Rien. Et toi, tu lui faisais confiance? Il m'appelait bébé, ma femme, il disait qu'il m'aimait. Il disait que je n'étais pas comme les autres. La naïveté dans ses mots me poignardait. Et moi, je repensais à toutes ces fois où elle passait des heures sur son téléphone, dans sa chambre, dans un coin. À toutes ces fois où j'avais dit, laisse-la tranquille, elle grandit. Je l'ai laissée grandir, oui. Mais seule. Et dans ce monde-là, quand une adolescente grandit seule, elle grandit avec Internet pour tuteur. Le lundi matin, je l'ai accompagnée jusqu'au portail de l'école. Elle ne voulait pas y aller.
Elle avait supplié. Elle avait crié. Je peux pas. Maman, je peux pas. Ils savent. Tout le monde avoue. Mais elle ne pouvait pas fuir le monde entier. Alors je suis resté forte pour deux. Et j'ai tenu sa main jusqu'à la grille. Les regards sont tombés sur nous. Certains compatissants, d'autres moqueurs. Il y avait des chuchotements. Des sourires en coin. Des téléphones à moitié dissimulés. L'information était déjà partout. Le poison avait coulé dans chaque groupe, chaque salle, chaque discussion. Je suis resté planté là, les bras croisés, le cœur serré. J'avais envie de hurler. De demander à ces gamins s'ils savaient ce qu'ils faisaient. S'ils comprenaient qu'un simple transfert de vidéo pouvait briser une vie. Mais ce sont des enfants. Et parfois, les enfants sont des miroirs de ce que nous, les adultes, avons laissé passer. La principale m'a convoqué. Elle aussi avait vu la vidéo. Nous allons l'encadrer, la protéger, mais, madame, vous savez que ce genre d'affaire est difficile à contenir. J'ai acquiescé. J'ai vu dans ses yeux un mélange de bienveillance et d'impuissance. On en voit de plus en plus souvent, vous savez. Les jeunes filles, elles veulent plaire, elles sont influençables. Et parfois, elles ne comprennent pas les conséquences. Oui, je le savais maintenant. Mais il y avait une chose qu'elle ne savait pas encore. Ma fille ne serait pas une victime silencieuse de plus. J'allais me battre. Pour elle. Pour toutes les autres. Pour tous les parents qui pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Elle était là. Assise au bord du lit, tête basse, main crispée sur un coussin. Ma fille. 15 ans. Le regard brisé d'une vieille âme dans un corps d'ado. Et moi, planté à l'entrée de sa chambre, le cœur en miettes, la gorge nouée. Je venais de découvrir l'impensable. Une vidéo. Pas un simple souvenir numérique. Un piège numérique, transformé en arme. Ce n'était pas elle qui avait cliqué sur partager. Mais c'était bien son visage. Son corps. Sa voix. Son monde intime. Exposé. Maman, je voulais pas. Je te jure. Elle ne savait plus si elle devait pleurer, hurler ou disparaître. Et moi, je voulais crier. Contre qui? Contre quoi? Contre moi, peut-être. Parce que je n'avais rien vu venir. J'ai serré les poings. Pas contre elle. Mais contre le monde. Ce monde qui fabrique des enfants qui croient que l'amour se prouve en pixels. Les jours suivants, on a parlé. Difficilement. Par morceaux. Comme on remonte un puzzle dont les pièces brûlent. Elle m'a raconté comment tout avait commencé. Un profil Instagram. Des likes. Des réponses à ses stories. Puis un garçon gentil, qui parlait comme un poète moderne. Il disait que j'étais spécial. Que j'étais pas une gamine comme les autres. Les compliments avaient ouvert une brèche. Il avait commencé à demander des choses. Petites au début. Inoffensives en apparence. Puis un peu plus. Et encore plus. Chaque photo était un pas de plus vers l'irréversible. Et moi, je l'avoue, je pensais qu'à 15 ans, on savait encore faire la différence entre le jeu et le danger. Je me trompais. Parce que quand la tendresse est mimée par des gens habiles, elle peut berner les cœurs les plus purs. Et c'est là que j'ai compris, le problème n'était pas que je ne l'aimais pas. C'est que je ne l'écoutais pas assez. Je pensais la protéger en contrôlant ses sorties. Mais je n'avais pas vu que les fenêtres les plus dangereuses sont dans leurs poches. Je voulais savoir. Comprendre. Trouver le visage derrière le piège. Alors j'ai fouillé. Discrètement. Avec cette rage froide qu'ont les mères blessées. Un pseudo étrange. Des discussions codées. Des messages bien rodés. Ce n'était pas un ado maladroit. C'était un stratège. Un de ceux qui jouent avec l'innocence comme d'autres jouent aux échecs. T'es pas comme les autres. Ils te comprennent pas, moi si. Fais-moi confiance. Puis les chantages déguisés en menaces tendres. Tu veux pas que ta mère sache, hein? T'as déjà commencé, maintenant faut assumer. Tout était calculé. Millimétré. Professionnel. Et je me suis demandé, combien d'autres filles? Combien d'autres mères? Combien de vidéos comme celle de ma fille, qui circulent dans les recoins sales de la toile? Pendant que leur propriétaire se cache pour pleurer. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Ce combat allait être le mien. Pas pour me venger. Mais pour parler. Pour alerter. Pour que plus jamais une autre ado pense qu'elle doit mériter l'amour en se sacrifiant. Je croyais avoir tout vu. Jusqu'à ce que je découvre, ce que je n'étais pas censé découvrir. Un simple message. Une alerte sur le téléphone de ma fille. Une vidéo que je n'aurais jamais dû ouvrir. Et là, tout s'est figé. Ce n'était pas la scène elle-même qui m'a brisé. C'était la facilité avec laquelle elle circulait, comme si tout ça était normal. Ce n'était pas qu'une erreur de jeunesse. C'était une dérive invisible, une pente glissante déguisée en popularité. Ma fille n'était pas une rebelle. Elle était une cible déguisée en ado connecté. Et pendant que je travaillais, pendant que je faisais confiance à la vie, à l'école, au bon sens. Le vrai monde de ma fille se jouait entre applications, notifications et validations numériques. Elle ne se rendait même pas compte de ce qui lui échappait. Et moi, je ne l'avais pas vu venir. Je suis allé à l'école.
parce que quelque part, je voulais croire qu'il savait, qu'il voyait. Mais ce que j'ai trouvé, c'est une équipe débordée, des visages fatigués, et des réponses qui flottaient dans l'air comme « Ils sont jeunes, ils apprennent. C'est à la maison qu'il faut en parler. » Et à la maison, on disait quoi? Fais attention. Ne parle pas à n'importe qui. Mais personne ne disait pourquoi. Comment? Jusqu'où? Alors j'ai parlé. J'ai proposé un cercle de parole. Un moment où les jeunes pourraient poser les téléphones et ouvrir la bouche, où les parents pourraient écouter sans juger, et où on pourrait poser des mots là où il n'y avait que des rumeurs. Et là, j'ai vu des regards se baisser. Des mains trembler. Des ados qui se reconnaissaient dans l'histoire de ma fille. Ce n'était pas une erreur isolée. C'était un malaise collectif. Un soir, ma fille m'a demandé « Maman, est-ce que tout ça va me suivre toute ma vie ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. Alors je me suis assise à côté d'elle, et j'ai dit « Ce qui te suivra, ce n'est pas cette histoire. Ce sera la façon dont tu vas te relever. » Elle m'a regardé, moins effrayée qu'avant, comme si elle comprenait enfin qu'elle n'était pas seule dans ce naufrage. Je l'ai laissé parler. Me dire comment tout avait commencé par des défis entre amis. Des jeux rigolos devenus des preuves partagées. Des choses qui semblaient anodines, mais qui, peu à peu, avaient redessiné son image sans son accord. Elle n'avait pas compris que dans ce monde, chaque image pouvait être une arme, chaque clic une blessure. Mais ce soir-là, elle a compris qu'elle avait encore le choix de se reconstruire. Et moi, j'ai compris qu'il fallait parler plus tôt, plus vrai et plus fort. Le silence dans la maison pesait comme du plomb. Même les murs semblaient retenir leur souffle. Depuis que la vérité avait éclaté, rien ne paraissait réel. Maman était assise dans la cuisine, la tête entre les mains, le regard perdu dans le vide. Ses doigts tremblaient, et ses lèvres remuaient parfois, murmurant des mots que personne n'entendait. Depuis 2 jours, elle n'avait presque pas dormi. Les images qu'elle avait surprises, le regard fuyant de sa fille. Les gestes maladroits et mimés de ses fils, tout revenait comme un flash, en boucle. Elle n'aurait jamais imaginé que sa propre maison devienne le théâtre de scènes reproduites. Probablement vues ailleurs, sans comprendre leur gravité. Elle pensait les avoir protégés. Les repas en famille, les mots d'amour, les règles posées. Tout cela semblait aujourd'hui inutile face à ce qu'elle avait ignoré, l'influence des écrans. Des vidéos vues en cachette, des séries ouvertes sur les tablettes, des comptes malveillants sur des réseaux sociaux soi-disant inoffensifs. Elle avait cru qu'en leur interdisant simplement certains sites, elle suffisait à les garder loin du danger. Elle s'était trompée. Ce n'est pas un mot de passe qui protège un cœur en construction. Ce n'est pas une interdiction sans explication qui forme une conscience. Elle avait tenté de parler avec sa fille, Asia, 15 ans. Mais la jeune fille n'avait que baissé les yeux, incapable d'expliquer. Gênée, honteuse, perdue. Elle avait simplement murmuré. Je voulais pas leur faire du mal. Je croyais que c'était normal. Normal. Ce mot l'avait transpercé. Asia n'avait pas cherché à blesser, mais elle avait appris par imitation, pas par dialogue. Ce que personne ne lui avait expliqué, elle l'avait compris à travers des images, des rires gênés de ses camarades et des vidéos glissées à la récréation. Et ses petits frères? Eux aussi s'étaient contentés d'imiter, de suivre, sans même savoir ce qu'ils faisaient. L'un avait répété des gestes, l'autre s'était caché derrière un silence plein de confusion. Dans sa chambre, maman ouvrit le tiroir de son buffet. Elle en sortit un vieux carnet. Celui dans lequel elle écrivait parfois, comme un refuge. Elle y nota. Mes enfants ne sont pas dépravés. Ils sont ignorants. Ce n'est pas eux qu'il faut juger, c'est le silence qu'on leur impose. Ce sont les écrans sans filtre, les discussions évitées, les tabous trop lourds. Ils m'ont montré là où j'ai échoué. Mais je suis encore là. Et je peux encore les aimer et les guider. Puis elle essuya une larme. Pas une larme de honte. Une larme de décision. Elle se leva. Elle alla frapper doucement à la porte de la chambre de ses enfants. Tout cela semblait aujourd'hui inutile face à ce qu'elle avait ignoré, l'influence des écrans. Des vidéos vues en cachette, des séries ouvertes sur les tablettes, des comptes malveillants sur des réseaux sociaux soi-disant inoffensifs. Elle avait cru qu'en leur interdisant simplement certains sites, elle suffisait à les garder loin du danger. Elle s'était trompée. Ce n'est pas un mot de passe qui protège un cœur en construction. Ce n'est pas une interdiction sans explication qui forme une conscience. Elle avait tenté de parler avec sa fille, Asia, 15 ans. Mais la jeune fille n'avait que baissé les yeux, incapable d'expliquer. Gênée, honteuse, perdue. Elle avait simplement murmuré. Je voulais pas leur faire du mal. Je croyais que c'était normal. Normal. Ce mot l'avait transpercé. Asia n'avait pas cherché à blesser, mais elle avait appris par imitation, pas par dialogue. On va parler, dit-elle. Cette fois, pour de vrai. La nuit tombait sur le quartier, et dans ce salon redevenu silencieux, la mère seule réfléchissait. Elle pensait à toutes ces fois où elle avait assumé les rôles cumulés. Cuisinière, conseillère, bouclier, amie, juge, infirmière. Mais surtout, père et mère à la fois.
Et dans cette affaire qui venait d'éclater, une vérité éclatante s'imposait à elle. Il manquait une voix masculine stable, une autorité bienveillante, une présence rassurante. Le père des enfants, lui, avait disparu depuis des années, comme une ombre évaporée après la tempête d'une séparation. Quelques messages espacés, aucune implication réelle. Et aujourd'hui, c'était le vide qu'il avait laissé qui pesait dans les décisions de sa fille, dans le silence maladroit de ses fils. Elle prit son téléphone, le regard fixé sur son contact. Elle hésita. Puis elle écrivit. Ta fille traverse une crise grave. Je ne t'oblige à rien, mais si tu veux être un père, c'est maintenant ou jamais. Pas de réponse immédiate. Juste l'écran noir. Mais elle s'était exprimée. Et ça, c'était déjà énorme. Pendant ce temps, Assia était dans sa chambre, les yeux ouverts dans le noir. Elle repensait à ce garçon, celui qu'elle avait aimé sans vraiment savoir ce que ça voulait dire. Il l'avait complimenté. Il lui avait dit qu'elle était mature. Et surtout, il lui avait dit ce que personne d'autre ne lui disait à la maison, qu'elle était importante. Mais aujourd'hui, elle se rendait compte que ce n'était pas de l'amour. C'était un piège. Elle avait cherché chez lui ce qu'elle aurait dû recevoir dans son cocon familial, l'attention, l'écoute, la valorisation. Et cette quête-là, de plus en plus d'adolescentes la vivaient. En silence. Le lendemain, le téléphone vibra. C'était lui. Le père. Il avait répondu. Un simple. Je viens demain. À 16 heures. La mère s'était effondrée. Pas de joie. Pas de peur. Juste une fatigue immense, comme si le poids de 10 années venait de se relâcher sur ses épaules. À 16 heures, il était là. Barbe grise, regard fatigué, mais sincère. Il avait parlé à ses enfants. Doucement. Maladroitement. Mais il avait dit. Je suis là maintenant. Ce chapitre-là, la mère savait qu'elle ne pourrait pas l'écrire seule. Et peut-être, juste peut-être, une partie de la reconstruction commençait ici. Ce jour-là, une réunion s'improvisa dans le salon. Les enfants, alignés sur le canapé. La mère, au centre. Le père, sur une chaise en face. Une vraie table ronde. Pas pour juger, mais pour poser les nouvelles fondations. À partir d'aujourd'hui, dit-elle calmement, il y a des règles claires. Et on va tous les écrire ensemble. Assia leva les yeux. Même moi? Surtout toi, répondit sa mère. Ils prirent un cahier. Une page. Et ils listèrent tout ce qu'ils voulaient voir changer. Plus d'écran seul dans la chambre après 20 heures. Toutes les applis téléchargées seront validées ensemble. On se parle une fois par jour, sans téléphone, sans télé. Juste en face à face. Si quelque chose met mal à l'aise, on le dit, même si c'est gênant. Personne ne se moque de personne ici. Et surtout, aucune image, aucun mot ne doit te faire te sentir moins digne que tu ne le es. À la fin, la mère leva les yeux vers ses enfants. Je ne suis pas parfaite. J'ai sûrement loupé des signaux. Mais je vous aime, et c'est pour ça qu'on va tracer une ligne rouge. Une ligne qu'on ne franchira plus. Ni vous, ni moi. Ce soir-là, ils mangèrent ensemble. Pas dans le silence. Mais en parlant de musique, de jeux, de souvenirs. Et surtout, pour la première fois, en riant. Car la reconstruction d'une famille ne commence pas dans un tribunal, ni dans une punition. Elle commence dans la vérité dite avec amour. Depuis le retour du père, une autre énergie flottait dans la maison. Pas parfaite, pas magique, mais plus stable. Le silence pesant avait laissé place à des petits échanges, des gestes discrets, des efforts visibles. Mais un nuage noir persistait, le silence autour de la vidéo. Cette vidéo qui, même si elle avait été supprimée des téléphones, restait gravée dans les mémoires. La mère savait que pour guérir, il ne fallait pas juste effacer l'image. Il fallait affronter la douleur derrière l'image. Un matin, elle prit une décision. Elle appela une thérapeute familiale. Pas une inconnue. Une femme douce, ferme, spécialisée dans les jeunes victimes de contenus numériques non désirés. Le rendez-vous fut fixé pour un samedi. Dans la voiture, personne ne parlait. Mais une tension souple flottait, comme si chacun savait que ce moment comptait. La thérapeute les accueillit avec un sourire. Pas de blouse blanche. Pas de regard froid. Juste une femme qui écoutait. La séance débuta par des dessins. « Montrez-moi votre maison, votre famille, ce que vous ressentez dedans », dit-elle simplement. Assia dessina une maison avec des murs un peu tordus. Une grande télé et un cœur au fond d'une chambre. Son frère dessina un téléphone cassé. L'autre dessina un chien imaginaire. Puis la thérapeute demanda à chacun de dire un seul mot qu'il n'avait jamais osé dire depuis l'affaire. Assia ferma les yeux. Elle dit « honte ». Le plus jeune dit « confusion ». La mère dit « culpabilité ». Et là, le père dit un mot que personne n'attendait. « absence ». Un silence tomba. Mais ce n'était plus un silence douloureux. C'était le silence qui suit les mots justes. À la fin de la séance, la thérapeute leur dit « la douleur n'est pas ce qui détruit les familles. Ce qui détruit, c'est de faire comme si elle n'existait pas. Vous avez déjà commencé à guérir. Continuez à parler.
Même quand c'est difficile. Dans la voiture du retour, la mère sentit que quelque chose avait changé. Le poids du secret commençait à se dissiper. Pas parce que la vidéo avait disparu, mais parce qu'ils avaient décidé de ne plus se laisser définir par elle. 2 mois plus tard, la vie avait repris son cours. Mais avec des nuances. Les téléphones n'étaient plus des ennemis, mais des outils surveillés. Le dîner était devenu un rituel sacré. Et Assia, elle avait recommencé à sourire. Pas tout le temps. Pas toujours franchement. Mais parfois, assez pour que sa mère sache qu'elle revenait à elle-même. Un jour, le directeur de l'école appela la mère. Il préparait une journée de sensibilisation sur la protection numérique des jeunes. Il savait ce qu'il s'était passé, sans entrer dans les détails. Madame, dit-il, vous n'êtes pas obligée. Mais si vous avez la force, ce que vous avez vécu pourrait aider des centaines de familles. Elle hésita, puis accepta. Le jour J, elle prit la parole devant des parents, des éducateurs, des adolescents. Elle ne donna pas de nom, ne montra aucune image. Mais elle raconta l'histoire d'une mère qui avait failli perdre sa fille à cause de l'absence, du laxisme et d'un écran sans filtre. Nos enfants ne sont pas des criminels. Ce sont des explorateurs perdus dans une jungle numérique trop vaste pour eux. Et nous, parents, nous sommes leur seule boussole. À la fin, une mère plaira. Un père demanda un rendez-vous. Un ado resta longtemps dans la salle, les yeux dans le vide. Ce soir-là, chez elle, Assia lui demanda. « Maman, tu regrettes de m'avoir défendu ?» Elle la regarda droit dans les yeux. « Jamais. Ce que tu as fait était une erreur. Mais ce que j'ai fait, c'est mon devoir. Et tu sais quoi? Je suis fier de toi. Parce que malgré tout, tu es resté debout. » Assia se leva, marcha lentement vers elle et la prit dans ses bras. C'était un câlin long. Pas une excuse. Pas un adieu. Mais une promesse silencieuse, celle de devenir une jeune fille forte, consciente et responsable. Épilogue. L'histoire d'Assia et de sa famille est celle de milliers d'autres qu'on n'entend jamais. Car la honte enferme, mais la parole libère. Cette histoire n'est pas une fin. C'est un début. Un début pour les mères fatiguées, les pères absents, les enfants perdus, les familles divisées. Un début pour tous ceux qui veulent protéger sans étouffer, éduquer sans juger, aimer sans abandonner. Et si tu lis cette histoire, que tu sois parent, ado ou éducateur, souviens-toi. Ce n'est pas le scandale qui détruit une vie. C'est l'ignorance de ce qu'on aurait pu prévenir.